Oui, pour toi. attends, c'est bon, c'est parti l'enregistrement. Merci beaucoup. Alors, je t'en prie. On est Merci. parti. Voilà, j'ai l'annonce de l'enregistrement. Ok, c'est parfait. Alors, bon, ok, je prends mes copions. Donc, je disais que le mois dernier, nous avons évoqué l'histoire du télescope spatial Hubble, qui a été lancé en 1990, donc ça fait quand même plus de 30 ans, et qui constitue à l'époque la quintessence du réalisable en matière d'observation du ciel dans le domaine optique, dans le domaine visible. Le but poursuivi, c'était évidemment de profiter de l'environnement spatial pour réaliser des observations impossibles à obtenir depuis le sol, notamment du fait de l'agitation atmosphérique. Et de ce fait, tous les espoirs ont été comblés. Des milliers d'images époustouflantes ont émerveillé aussi bien les astronomes que le public, et d'ailleurs, elles continuent toujours de nous parvenir. Cependant, les moyens optiques terrestres n'ont cessé d'évoluer, notamment avec l'optique adaptative, qui permet de corriger en temps réel l'effet de l'agitation atmosphérique qui, combiné avec des télescopes de plus en plus grands, il faut dire qu'on compte aujourd'hui 5 télescopes terrestres de plus de 9 mètres de diamètre, dont un de 10 mètres 40 situé aux îles Canaries, optique adaptative qui a permis d'égaler et même de dépasser les performances de Hubble. Mais il est quand même un modèle qui échappe totalement aux possibilités d'observation depuis le sol. Et même depuis Hubble, qui n'a pas été conçu pour ça. Et c'est d'observation dans le spectre infrarouge. Alors, je voudrais partager l'image. Là, je ne sais plus. Ah oui, écran partagé. Voilà. Hop, partagé. C'est fait. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, c'est bon, Jean. On a l'écran, c'est bon. D'accord, je vais le mettre en plein écran. Voilà, on voit toujours? Oui. C'est parfait. Alors, ça, c'est le JWST, donc le James Webb Space Telescope, dans son ensemble, tel qu'il se présentera. Mais pourquoi l'infrarouge? Eh bien, pour 2 raisons principales. Tout d'abord, parce que la quantité d'informations véhiculées par le spectre infrarouge est beaucoup plus importante que dans le spectre visible. Et ensuite, je dirais même surtout, parce que ça nous permet d'accéder aux confins de l'univers qui est en expansion, c'est-à-dire d'observer son commencement dans une zone dont la vitesse d'éloignement provoque par effet Doppler un glissement des émissions lumineuses vers le rouge. Ainsi que vers l'infrarouge pour les objets les plus lointains, ce qui marque une limite pour les observatoires terrestres, parce qu'en effet, l'infrarouge est absorbé par l'atmosphère qui fait écran. Nous ne pouvons pas l'observer depuis le sol. Et ça, nous y reviendrons largement. L'origine du télescope. Un télescope spatial ne fonctionne pas comme un télescope terrestre. Sa durée de vie est limitée et il ne peut pas être perfectionné en continu comme les instruments terrestres. On ne peut pas tout le temps améliorer, ajouter des instruments, supprimer, ajouter, supprimer des filtres. C'est impossible. Télescopes terrestres dont certains atteignent tout de même un siècle d'existence, ce qui ne serait pas possible si on ne pouvait pas les améliorer en continu. Dès avant le lancement de Hubble, son successeur avait déjà été envisagé. En 1989, la direction du Space Telescope Science Institute, un organisme chargé des opérations du futur télescope Hubble, initiait déjà la conception de l'instrument qui devait en prendre la relève vers 2005. Et en collaboration avec la NASA, le choix se dirige vers un instrument de 8 mètres de diamètre. Hubble, ce n'est que 2 mètres 40 de diamètre. Et à ce moment-là, il n'est pas encore en orbite. Un télescope de 8 mètres, mais qui travaillerait en infrarouge,
un projet alors baptisé NGST, New Generation Space Telescope. Mais l'année suivante, les énormes problèmes qui avaient été rencontrés lors du lancement de Hubble, j'en ai parlé à la conférence précédente, entraînent la suspension provisoire du projet, qui connaîtra d'ailleurs plusieurs variantes. Des variantes à coût moindre, des variantes à coût plus élevé. Enfin, on entre un peu dans le domaine de rêve. Il y avait même un projet qui était hautement improbable à l'époque, qui consistait à lancer un télescope spatial en orbite solaire entre l'orbite de Mars et la ceinture d'astéroïdes. Bon, là, c'était de la science-fiction. En 1995, l'administration de la NASA, qui était à l'époque Daniel Goldin, reprend le projet et encourage la Société des astronomes à faire un choix audacieux en optant pour un miroir de 8 mètres, déployable, c'est-à-dire plus d'un seul bloc comme Hubble, et qui serait placé non en orbite terrestre, mais à un point de Lagrange. Alors, c'est quoi les points de Lagrange? Il y en a 5. On voit la flèche de ma souris là? Oui. OK. Nous avons le Soleil au centre et la Terre. Ça pourrait être n'importe quelle autre planète. Il existe 5 points d'équilibre qui sont régis par les lois de la gravitation, tout simplement. Le point L1 se trouve entre la planète et le Soleil, donc ici entre la Terre et le Soleil. Un objet placé à cet endroit-là ne bougera pas, il est en équilibre. Le point de Lagrange L2 se situe à l'opposé de la Terre. C'est d'ailleurs là que sera placé le télescope. Il existe un point de Lagrange L3 à l'opposé du Soleil, mais qui ne serait pas visible depuis la Terre, donc c'est beaucoup moins intéressant. Et 2 points de Lagrange L4 et L5 qui se trouvent à une distance angulaire de 60 degrés par rapport au Soleil. Ils ne sont pas intéressants dans ce cas-ci. Pourquoi? Parce qu'en plaçant un objet au point de Lagrange L2, il est interposé donc, par rapport au Soleil, il est interposé par la Terre, donc il se trouve dans l'ombre de la Terre en permanence et ça permet de le refroidir d'une façon passive et permanente. De plus, le télescope sera muni d'écrans, complexe d'écrans de la taille d'un terrain de tennis environ, qui le protégera du rayonnement solaire direct. À ce moment-là, le prix du lancement et du télescope, tout ensemble, sont estimés à 500 millions de dollars. Ça peut faire surtout sursauter certains parce que c'est quand même très peu. L'ensemble du projet, pour respecter les coûts, devrait être réalisé par une seule société, mais condition qui s'avérera par la suite irréalisable, considérant la complexité du travail à accomplir. Entre 1997 et 2001, un groupe de travail représentant la communauté des astronomes s'attelle à la définition des objectifs que devra accomplir le futur télescope et à définir l'instrumentation qui devra l'équiper, et il devra comporter, je vais passer très vite dessus, on y reviendra en détail, il devra comporter une caméra à grand champ dans l'infrarouge proche, un spectrographe multi-objet dans l'infrarouge proche, et un spectro-imageur dans l'infrarouge moyen. Bon, tout ça, c'est un peu barbare, dit comme ça, on y reviendra en détail. À ce moment, le lancement n'est pas envisagé avant 2008, ça n'arrête pas de reculer, évidemment, compte tenu du délai de réalisation des miroirs. Le coût s'envole, le diamètre du miroir primaire est réduit de 8 mètres à 6,50 mètres, et le nombre de ces éléments passe de 36 à 18. Ce qui, on l'espère aussi, permettra de respecter les délais. Vous voyez ici, en comparaison, le miroir primaire du télescope Hubble, 2,40 m de diamètre, et celui du James Webb, à droite, 6,50 m, c'est quand même du sérieux.
En 2002, l'instrument est baptisé James Webb Space Telescope en l'honneur de l'administrateur de la NASA à l'époque du programme Apollo. Et son lancement est confié à une fusée Ariane 5 au lieu du lanceur américain Atlas 5, dont la capacité d'emploi est suffisante, mais pas le diamètre de la coiffe exigé. Ce qu'on voit ici, c'est la coiffe du lanceur Ariane 5 et le télescope déployable complètement replié, prêt au lancement. Et d'ailleurs, en ce moment, il est comme ça. Le lancement est prévu d'un peu plus d'un mois. Alors, les objectifs scientifiques. 4 objectifs scientifiques sont définis, et ça n'a plus bougé, ils sont toujours les mêmes. 4 objectifs qui sont, premièrement, la recherche de la lumière des premières étoiles et des premières galaxies apparues juste après le Big Bang. En second lieu, l'étude de la formation de la galaxie et son évolution. Troisièmement, la compréhension des mécanismes de formation des étoiles. Et enfin, et ce n'est pas le moins intéressant, l'étude des systèmes planétaires et l'étude de la formation de la vie. On va voir tout ça en détail. Premier lieu, les premières étoiles et galaxies. Nous l'avons vu, la détection d'astres très lointains exige de pouvoir observer dans l'infrarouge. Très exactement dans une gamme d'infrarouge comprise entre 0,6 et 28 microns de longueur d'onde. Et cette condition suffit à justifier pleinement la position du James Webb, non pas en orbite terrestre, mais aux pointes Lagrange. Car en effet, voilà, afin de ne pas subir l'influence du rayonnement infrarouge, en provenance du télescope lui-même et de ses instruments, l'ensemble et surtout ses capteurs doit être maintenu à une température constante de 40 degrés Kelvin, ce qui fait moins 233,15 degrés centigrades. En orbite terrestre, il faudrait le refroidir en permanence, ça consommerait énormément d'énergie. Et une orbite terrestre soumettrait l'appareil à d'importants changements de température en passant toutes les 45 minutes de l'ombre au Soleil et inversement. Aux pointes Lagrange, l'instrument restera constamment dans l'ombre de la Terre et sera de plus protégé du rayonnement du Soleil, de la Terre et de la Lune par un large bouclier thermique multicouche, je l'ai dit tout à l'heure, de la taille d'un terrain de tennis. En fait, c'est une disposition qui permet surtout de se passer d'un système de refroidissement actif qui réduirait la durée de vie du télescope. La formation des galaxies, l'étude de la formation des galaxies. Les galaxies montrent comment la matière est organisée dans l'univers, mais leur comportement et leur évolution sont encore très mal connus. Par exemple, les galaxies spirales très telles que la nôtre n'ont pas toujours eu cette forme. Voici la galaxie d'Andromède, c'est notre voisine la plus directe, telle que nous pouvons l'observer, et comme elle ne se trouve qu'à 30 millions d'années-lumière, nous l'observons pratiquement dans le temps présent. Elles sont arrivées à cette forme-là par le biais de plusieurs processus, dont des collisions entre galaxies de petite taille, et l'hypothèse actuelle veut que toutes les galaxies géantes, comme celle-ci, ont subi au moins une collision avec fusion majeure au cours des derniers 6 milliards d'années. Les galaxies les plus éloignées, donc les plus anciennes, n'ont pas du tout la même forme. Elles y sont arrivées par le biais de plusieurs processus, dont les collisions entre galaxies de plus petite taille. Elles sont de forme très ramassée, très irrégulière, comportant des régions très denses où se forment de nouvelles étoiles. Alors, comment sont-elles passées de ce que nous voyons là à l'état de galaxies spirales telles que nous les connaissons? Ça reste un mystère. Les galaxies que nous voyons ici sont très éloignées, elles sont confins d'univers à plusieurs milliards d'années-lumière, et nous les voyons réellement très peu de temps après leur formation. Dans notre voisinage immédiat, on ne voit pas ça.
On ignore totalement comment les premières galaxies se sont formées au départ et pourquoi elles ont évolué avec une telle variété de formes. Quelle est la relation entre les trous noirs supermassifs détectés au sein de la plupart des galaxies et la nature de celles-ci? Qu'est-ce qui déclenche la formation des étoiles? Est-ce un processus interne? Est-ce un phénomène induit par l'interaction avec une autre galaxie ou une formation de galaxie? Tout ça, on l'ignore. On n'en sait rien et le seul moyen d'y répondre est de plonger dans le passé et d'observer l'univers tel qu'il existait il y a plusieurs milliards d'années. Avec le James Webb et sa capacité d'observation dans l'infrarouge, ce sera parfaitement possible. Alors, la naissance des étoiles. Les étoiles prennent naissance dans des systèmes protoplanétaires, c'est-à-dire d'immenses nuages de gaz, comme en voici, qui sont complètement opaques à la lumière visible, mais ils sont transparents à la lumière infrarouge, inaccessibles depuis la Terre, mais accessibles aux capteurs du James Webb. Voici, en comparaison, une photo très célèbre de Hubble, qui a été nommé les piliers de la création, qui voit un nuage de gaz opaque dans la constellation du Sagittaire. Le problème, c'est qu'on sait qu'à l'intérieur de ces nuages naissent de nouvelles étoiles, mais on ne peut pas les observer, on ne peut pas en observer l'évolution. Et voici en comparaison la même vue du ciel à droite, vue en infrarouge. Et vous voyez qu'on voit parfaitement au travers les nuages de gaz. C'est impossible en observation terrestre. Cette image a été prise par le télescope spatial Spitzer, qui est déjà en orbite autour d'un point de Lagrange, mais avec un miroir beaucoup plus petit, environ 80 cm. Et voilà ce qu'on pourra observer et détailler réellement avec le James Webb. Donc, on pourra réellement observer l'évolution des toutes premières étoiles, tel qu'il est impossible de le faire depuis la Terre. Alors, l'étude d'exoplanètes et l'étude de l'origine de la vie. Le James Webb prend la succession du télescope spatial Hubble. Il ne couvre qu'une petite partie du spectre visible que pouvait observer son prédécesseur dans une partie de l'orange et le rouge profond, mais bien davantage en infrarouge. Et justement, l'étude du spectre infrarouge, qui sera fournie par les instruments de James Webb, permettra d'étudier la composition précise, par spectrométrie, de l'atmosphère des planètes d'autres systèmes solaires, et ainsi de recueillir des indices précieux sur leur évolution, sur leur cycle de vie et la présence, une possible présence de vie qui comme sur Terre, a une influence sur la composition de notre propre atmosphère. Voilà, cette image a été obtenue depuis la Terre en lumière visible et nous voyons une étoile. Il s'agit de l'étoile HR 8799. Je vous passe les détails. Elle se trouve dans la constellation de Pégase. Elle a été prise au moyen du télescope du mont Palomar, de 5 mètres de diamètre, avec optique adaptative. Et je vais vous présenter une image qui est beaucoup plus spectaculaire. Voilà, toujours depuis le mont Palomar, nous voyons l'étoile qui est occultée au centre par un disque opaque, c'est un coronographe, était aussi utilisé pour l'observation des protubérances solaires. Mais ce qu'on voit ici, c'est l'étoile au centre obturée et 4 planètes qui orbitent autour de cette étoile. Nous sommes à peu près à 70 années-lumière de la Terre. Alors, si on observe ça depuis le sol terrestre, qu'est-ce qu'on pourra observer au moyen du James Webb? Eh bien, tout simplement les atmosphères de ces planètes et de bien d'autres. Il faut dire qu'actuellement, depuis le sol et depuis les satellites en orbite terrestre, on a identifié un peu moins de 5000 planètes autour d'autres étoiles. Donc, il y a du champ de recherche.
Moi, j'adore cette vidéo, elle est tout à fait exceptionnelle. Alors, de quoi est composé le James Webb Space Telescope? Eh bien, d'abord, le miroir. Comme tous les miroirs de télescopes terrestres de grande taille aujourd'hui, vous savez, ils ne sont plus constitués d'un seul bloc comme le Mont Palomar. Maintenant, ils sont segmentés parce qu'un seul bloc, c'est très instable. Il y a des très gros problèmes de dilatation, contraction, refroidissement, et puis ça pèse des tonnes. Ce miroir est composé de 18 segments de 1,30 m de large, qui forment après déploiement un miroir unique de 6,50 m de diamètre pour une surface de 25 m². Sa masse totale sera de 625 kg, qui est bien inférieure au miroir de seulement 2,40 m de Hubble qui dépassait la tonne. Car le miroir du James Webb n'est pas constitué de verre, mais de beryllium. Le beryllium, c'est quoi? C'est un métal léger, rigide et surtout de coefficient de dilatation très faible. Alors, c'est quoi ce truc? Eh bien, si vous avez au poignet une montre mécanique, moi j'adore les montres mécaniques, vous avez du beryllium au poignet parce que la plupart des coussins d'encre et des engrenages dorés dans votre montre sont des alliages de beryllium. Pourquoi? Parce que c'est un métal tout à fait presque inuisable et surtout qui est antimagnétique. Et surtout très peu sensible à l'usure. Le beryllium est utilisé dans d'autres industries. Par exemple, on fabrique des outils en alliage de beryllium pour des burins, des marteaux pour être utilisés dans des atmosphères explosives parce qu'ils n'engendrent pas d'étincelles. Le beryllium a aussi été utilisé autrefois dans les alliages dentaires. Il ne l'est plus aujourd'hui parce qu'il était très toxique. Alors, après un polissage extrêmement précis, les 18 segments, voilà le miroir entièrement assemblé. Une petite photo oui, les parties dorées sont constituées d'alliages de beryllium à 5% environ. Après polissage extrêmement précis, les 18 segments sont recouverts d'une mince pellicule d'or épaisse de 100 nanomètres. Pour tout le télescope, ça donne un total de 48 grammes. Vous voyez, c'est très fin. L'or, en effet, présente la particularité de réfléchir de façon idéale le spectre d'observation du James Webb, soit le rouge orangé dans la partie visible et l'infrarouge. L'or est ensuite protégé par une mince couche de verre cristallin. Le voilà, on voit bien. Là, j'aime bien cette image parce qu'on distingue très bien la dimension du miroir du télescope par rapport à des hommes, tout simplement. Mais aucune coiffe n'étant capable de contenir un miroir de taille pareille, et ça replié sur lui-même au moment du lancement, pour ne commencer à se déployer qu'après environ 2 semaines lors de la transition du télescope spatial James Webb depuis l'orbite terrestre vers le point de Lagrange L2. Voilà, vous voyez ici une partie du miroir du télescope qui a été repliée vers l'arrière, la partie droite ici, la partie gauche se repliera aussi. Voilà, plus en détail. C'est une opération très complexe, j'en dirai tout à l'heure en détail dans une vidéo plutôt impressionnante. Voilà, ici il est complètement replié, prêt à être intégré à la coiffe de son lanceur. Alors le miroir secondaire du télescope, c'est le miroir chargé de transmettre la lumière vers les instruments. Il est d'une forme circulaire de 74 cm de diamètre. Il est également réalisé en beryllium et il est suspendu au-dessus du miroir primaire sur une sorte de trépied
qui lui aussi se déploiera après le lancement. Son orientation pourra être ajustée après déploiement selon 6 degrés de liberté. Le voilà au sommet de son mât, ici, en position de déploiement. Ensuite, un miroir tertiaire enverra le faisceau vers un miroir à orientation fine, chargé de renvoyer l'image collectée vers divers instruments. Bon, ça, je n'ai pas de... Oui, voilà, toujours le miroir secondaire. Voilà, miroir primaire, miroir secondaire en B, miroir tertiaire en C, ensuite tout un système de renvoi du faisceau lumineux vers les instruments. Alors, l'instrumentation scientifique. Ici, vous voyez le miroir, le télescope complet en train d'être acheminé vers une chambre à vide afin d'y accomplir certains essais sous vide. L'instrumentation scientifique, je vais passer dessus, je ne vais pas entrer dans le détail de chaque instrument parce que ce serait tout simplement indigeste, et puis ça prendrait des heures. Je n'en ferai qu'une petite description. La caméra NIRCam. Cette caméra est destinée à l'observation dans l'infrarouge proche de 0,6 à 5 microns. Elle possède 5 capteurs de 2048 sur 2048 pixels qui observent 2 portions de ciel adjacentes d'environ 2 minutes d'arc, c'est-à-dire sensiblement le diamètre de la Lune depuis la Terre. Cela dans 27 fréquences différentes de l'infrarouge à l'aide de filtres. Elle est aussi équipée d'un conorographe afin d'éliminer une source très lumineuse pour pouvoir en observer la périphérie, comme par exemple des exoplanètes qui entourent une étoile ou un disque de débris qui contient potentiellement des planètes en formation. Elle a été aussi utilisée en spectrométrie. Elle a été réalisée par l'Université de l'Arizona en collaboration avec Lockheed Martin. Le spectromètre NIRSPEC, c'est un instrument qui mesure près de 2 mètres pour une masse de 200 kg et qui est destiné à analyser la lumière infrarouge depuis les galaxies très lointaines, très peu lumineuses, inobservables depuis la Terre et même indétectables par les instruments terrestres et même par Hubble. Elle est réalisée aussi par l'Université d'Arizona en collaboration de Lockheed Martin. En collaboration, il faut bien dire, avec l'ESA et Airbus. La caméra spectromètre MIRI, c'est un ensemble qui fonctionne dans l'infrarouge plus lointain de 5 à 28 microns. Et c'est lui qui permettra de se projeter le plus loin dans l'univers, donc le plus loin dans le passé. Il a une capacité non seulement de détecter les planètes extrasolaires, mais aussi d'en réaliser des photos et des spectres, ainsi que de leurs atmosphères, en recueillant de précieux indices sur les possibilités d'une présence de vie à leur surface. Pour ça, il est équipé d'un coronographe de nouvelle génération qui a été mis au point par une équipe de chercheurs de l'Observatoire de Paris, conduite par le professeur Rouen, et qui permet l'observation de planètes situées très près de leur étoile. Voilà un des capteurs qui l'équipe. Là, une petite parenthèse pour dire, c'est observer une planète située très près de son étoile. Mais ça veut dire quoi en difficulté? Observer une planète près de son étoile, ça équivaut en pratique à observer depuis la ville de Nice une luciole qui évoluerait à environ 1 mètre à 1 mètre de distance d'un phare dont la lumière est dirigée vers vous et située en Bretagne. Donc vous voyez, vous êtes à Nice, vous pointez un télescope vers la Bretagne, vous observez un phare dont la lumière est dirigée vers vous, et vous devez distinguer une luciole, un ver luisant situé à 1 mètre du phare.
C'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. MIRI est un instrument qui est fourni par l'ESA, donc par l'Agence spatiale européenne. Alors, l'imageur prochain infrarouge MIRIS, c'est un spectromètre qui réalise des spectres à grand champ et toi dans un champ plus général. Il est fourni par l'Agence spatiale canadienne et réalisé par Honeywell. Et enfin, le système de guidage fin, FGS, il est très complexe. C'est le système qui permet de se braquer sur une étoile et de ne pas en bouger. Donc, c'est de lui que dépend l'orientation ultra précise du James Webb. Il détecte une étoile, il la dirige vers une matrice de seulement 8 sur 8 pixels, qui est au centre d'un détecteur de 2048 sur 2048, et puis il maintient sa position ainsi que celle de l'instrument entier, qui pèse tout de même près de 7 tonnes, avec une précision d'un millième de seconde d'arc, ce qui évaut à peu près au diamètre d'un bouton de chemise situé à 25 km. Sur le plan technique, il est aussi à lui-même un mini-télescope de 4 miroirs situé dans le champ du plan focal du James Webb. Alors évidemment, je n'ai pas encore d'image depuis le télescope spatial, mais nous allons voir une animation qui montre comment sera déployé le télescope après son lancement dans l'espace. Je vais départager l'écran, je vais changer le... Voilà. Détail. Je cherche mon animation, la voilà. Voilà, j'étais dans le mauvais. OK. Voilà, écran partagé. Voilà. Voilà, je l'interromps juste pour savoir si vous voyez bien l'animation. Non. OK, je la Oui. lance. On ne voit pas l'animation. Ça va pas? Non. Non. On l'entend, on a le son, mais c'est tout. Ah, j'ai peut-être mal partagé le... Bon, on me dit partage en cours, je ne sais pas. On ne la voit pas là? Toujours pas. Non. On voit juste l'icône. On avait vu le début tout à l'heure et puis c'est revenu sur ton écran, Ah je bon, crois. attends, je vais Ouais. voir si... Là, je pense que ça devrait être bon. Apparemment, tu as remis en surligné la vidéo. C'est revenu? Vas-y. Là, on voit la souris, donc ça devrait être bon. Vas-y. Oui, je lance. Là, on voit? Non, non. Ah bon.
Bon, on va essayer de voir ce qui se passe. Est-ce que c'est possible que ce ne soit pas la bonne fenêtre qui est partagée? Peut-être bien, à mon avis, oui. À mon avis, oui. Je vais le lancer autrement. Bon, là, je l'interromps. Bon, là, j'ai une autre fenêtre. Je vais fermer la fenêtre qui était partagée. Voilà. OK. Là, je crois que ça devrait aller. Oui, On le voit là? ouais, c'est bon là. Ah, Oui. ben c'est parfait alors. Impeccable. Je vais le mettre en plein écran. On le voit toujours? Oui, Ah, ben ça va. Donc, je le remets au début. Voilà. On voit? oui. Ouais, là, c'est- En haut, vous avez la durée depuis le lancement et en bas, la distance par rapport à la Terre et à la Lune.
Et voilà. Eh bien, donc ce télescope sera lancé le 18 décembre prochain par une fusée Ariane. Jusque-là, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et attendre le résultat. Merci beaucoup, Jean. Pas de quoi, s'il y a des questions. C'était passionnant sur les quelques dernières secondes de fin. J'avais fait FIN, hein, je précise. Oui, oui. J'avais des frissons partout tellement ça paraît. C'est Partie des rêves de petite fille, c'est l'infiniment grand comme ça, et se dire qu'au niveau technologique, on peut faire des choses aussi incroyables. Ça me fascine toujours. Et voilà, je suis sur le côté fascination. Après, si certains ont des questions, allez-y, je vous en prie. Vous pouvez rebrancher vos micros. Et comme nous sommes peu nombreux, chacun pose une question quand il a envie. Ou même sans poser de questions, juste pour dire si ça vous a plu ou pas, vous pouvez aussi parler. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai ma main levée, peut-être qu'elle n'a pas été vue. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir que le miroir est composé d'une foule de miroirs qui sont repliés, mais il y a une charnière entre ces pièces-là. Et de quoi est faite cette charnière? Et c'est juste voir l'animation, c'est clair qu'il y a des algorithmes et des calculs incroyables derrière. Mais est-ce que vous avez une idée de quoi est faite cette charnière? Parce qu'il ne peut pas y avoir d'espace entre deux pièces. La lumière ne circulerait pas bien. Les charnières, elles sont faites elles-mêmes en beryllium et recouvertes de téflon. Mais elles ne serviront qu'une seule fois. En fait, 2 fois, elles ont été utilisées pour replier le télescope sous sa coiffe. Et une fois qu'il est déployé, c'est terminé. Donc là, il y a un système de blocage qui intervient. Il est impossible de les replier. Mais dès que le télescope est entièrement déployé, chacune de ces 18 composantes, donc les 18 miroirs, peut encore être orienté de façon très précise pour être ajusté tout simplement. Parce qu'évidemment, pendant le lancement, il y a pas mal de vibrations, il y a des contraintes. Il y en a encore les ajuster une fois qu'on y est. Et pour ça, chaque miroir est supporté par un ensemble de 6 points d'ancrage qui sont ajustables séparément, comme les miroirs secondaires d'ailleurs. Merci. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, comme on a vu sur la vidéo, il faut 1 mois, enfin 29 jours pour que le télescope arrive à son point de Lagrange. Il n'est pas sur le point de Lagrange, qui est un point fixe, mais il est en orbite autour du point de Lagrange, tout simplement parce qu'il y a il y a déjà plusieurs objets en orbite autour du point de Lagrange, dont Spitzer et d'autres instruments. Ils sont quand même très éloignés. Et ils tournent autour de ce point de Lagrange en environ 72 jours, en s'en éloignant à peu près à 200 000 km. Donc, ils ne sont pas précisément sur le point de Lagrange. Et une fois qu'il y sera arrivé, il ne sera pas opérationnel tout de suite parce que les capteurs doivent être refroidis à 40 degrés Kelvin, donc comme je l'ai dit, un peu moins 230 degrés centigrades. Il n'y a pas de système de refroidissement actif. Il faudra certainement attendre qu'ils atteignent cette température-là, puis qu'ils seront dans l'ombre de la Terre. Et ça va durer environ 5 mois. Donc, ce n'est que 6 mois après le lancement que nous commencerons à voir les premières images, certainement dans le courant du mois de juin 2022. Il part sa durée de vie est estimée à combien? Il est prévu pour durer 10 ans. Mais c'est réellement un minimum. 10 années, c'est le cahier des charges. Hubble était prévu pour durer 5 ans et voilà 31 ans qu'il est en orbite. Les sondes martiennes, c'est la même chose. On les prévoit souvent pour 3 mois d'existence et 10 ans après, on va pour des images. Donc, c'est réellement 10 ans minimum.
La seule chose dont on soit certain, c'est que s'il y a un problème, on ne pourra pas le réparer parce qu'on ne peut pas faire le point de Lagrange au moyen d'un équipage humain. Ça mériterait au moins 3 mois rien pour l'aller-retour. Mhm. D'accord. Et la forme, peut-être que ça a été dit, hein, excuse-moi si c'est le cas, la forme alvéolée de chacun des miroirs revêtus d'or, est-ce que cette forme alvéolée a, d'un point de vue technique, une utilité quelconque? Parce que je me dis, ça aurait pu être aussi un ensemble de carrés, par exemple. Enfin, je me doute que tout doit s'imbriquer, mais est-ce que cette forme vraiment alvéolée a une raison particulière? Non, la seule contrainte qui a demandé cette forme-là, c'est le déploiement lui-même, c'est le système de déploiement. On aurait pu faire des carrés, on aurait pu faire autre chose, mais c'est ce qui permettait d'obtenir le moins d'éléments mobiles par rapport à la surface, tout simplement. Mais il y a eu d'autres formes qui ont étudié, donc notamment des ouvertures sous forme de pétales. Et les contraintes étaient différentes parce que pétale, c'est quelque chose de très allongé, donc sur le plan des contraintes thermiques, phénomène de dilatation, contraction, ça soumettait l'ensemble à d'autres problèmes. Tandis qu'une forme alvéolée comme celle-ci, c'est plus stable. Parce que ça me fait penser forcément aux alvéoles qu'on retrouve dans une ruche, et tu parles de chaleur, de différence de température, et je me dis, est-ce que ça a été justement une sorte de modèle mathématique inspiré des alvéoles dans les ruches pour permettre au télescope justement d'avoir une meilleure efficacité, de mieux résister aux différences de température? Cette forme géométrique a je dirais une efficacité particulière. Enfin, je me répète, hein, excuse-moi, oui, oui. Mais là, je repense aux différences de température. Tu parlais de température extrême, etc. Et dans une ruche, il y a ça aussi. Il y a oui, c'est fait pour résister au froid, à la chaleur et pour réguler la température. Et je me dis, est-ce qu'il y a, d'un point de vue, enfin, je fixe sur la géométrie, mais oui. Une explication? Non, il n'y a pas réellement d'explication dans ce domaine-là. Il y a aussi une contrainte sur le plan du polissage du miroir, en obtenant une forme plus compacte. Le polissage est plus simple à réaliser. Il faut bien dire aussi que l'ensemble du miroir, ce n'est pas une portion de sphère, c'est une ellipse. Donc la courbure au centre du miroir n'est pas la même que la courbure à l'extérieur. Donc ça, c'est extrêmement complexe à réaliser. Donc, il est plus facile de travailler sur un petit morceau, sur une petite fraction que… D'ailleurs, la partie centrale du miroir, les trois rangées verticales du miroir, elles sont ensemble au moment du lancement, elles sont fixes l'une par rapport à l'autre, mais elles sont quand même alvéolées pour des raisons de facilité de réalisation, de coût de réalisation. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, hein, on ne va pas s'arrêter là. Oh, je suis toujours là. Catherine, je sens que tu as envie de dire quelque chose, mais ton micro n'est pas branché. Alors, moi, je suis dans le noir, ça y est, maintenant. Je voulais juste remercier, Jean, pour ton intervention. Tu es toujours aussi passionnant à entendre et merci pour cette présentation. Il n'y a pas de quoi. Le plaisir est pour moi aussi, crois-le bien. Mais je voulais exprimer le fait que je trouvais ça très intéressant et que le 18 décembre, je repenserai à la conférence et je représenterai les choses beaucoup mieux avec toutes ces informations. Bien sûr. En espérant que le lancement ait réellement lieu le 18 décembre. Notamment, un lancement de satellite, ça peut toujours être reporté pour raisons techniques ou même météorologiques. Mais enfin, c'est prévu pour le 18 décembre et ce sera d'ailleurs le prochain lancement d'Ariane. Ah oui, voilà, j'allais demander, je n'ai pas mémorisé non plus, d'où il allait être lancé. Donc c'est, Ah ben, il est lancé depuis Kourou. Kourou, voilà, Ariane, c'est Kourou, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Depuis la base de l'Agence spatiale européenne, d'Ariane Espace, Kourou, c'est-à-dire en fait depuis la France, depuis la Guyane française. Et en fait, le lancement a été offert à la NASA comme plusieurs instruments en contrepartie de temps d'utilisation sur le télescope. Donc, Ariane Espace, l'Agence spatiale européenne ne facture pas le lancement, mais bénéficie de temps d'exploitation du télescope, temps d'exploitation qui est
qui coûte tout de même relativement cher. D'accord. Quel est le budget estimé d'un tel projet? Ah ben, à l'origine, le budget estimé était de 500 millions, mais là, c'était totalement irréalisable. Et actuellement, on approche de 10 milliards de dollars. Mais 10 milliards étalés sur 10 ans. Oui. Parce que ça concerne la réalisation, l'étude, le lancement et l'exploitation. Il faut dire qu'un télescope terrestre comme le GLT, le grand télescope terrestre européen actuellement, c'est dans les 2 à 3 millions de dollars, mais il n'est pas capable d'observer dans l'infrarouge lointain comme le ferait le James Webb. Donc, c'est une somme, mais depuis la Terre, si on devait réaliser la même chose, c'est tout simplement impossible, quel qu'en soit le prix. Et ce sera le seul télescope prévu actuellement capable de faire ces observations et de remonter aussi loin dans le temps et dans l'univers. Ouais, c'était En fait, fascinant. on pourra réellement observer l'univers, je ne vais pas dire à l'instant de sa création, parce que ça sera tout jamais impossible, mais très peu de temps après, réellement observer la formation des premiers objets de l'univers. Donc ça, c'est pour juin, c'est ça? Ou pas forcément? Ils commencent juste à envoyer des images en juin, ou ce genre de données, on les aura vers quand à peu près, tu sais? Non, il faudra réellement que les capteurs infrarouges soient opérationnels, ils ne le seront pas avant le mois de juin. Ils ne peuvent pas fonctionner à température ambiante ou simplement à température plus élevée. Leur performance ne le permettrait pas. Ouais. On pourrait le faire en lumière visible, mais pas en lumière infrarouge. La photo que tu Oui. as montrée à un moment, avec juste l'image de, je crois que c'était la colonne de je ne sais plus quoi, Oui. avec Hubble, la comparaison, et JWST, c'était fascinant. Ah oui, tout à fait. Cette image, j'avais envie de faire une capture d'écran, et puis après je me suis dit non, c'est sa conférence, j'ai pas le droit, mais c'est tellement magnifique. Mais si tu veux bien me l'envoyer à titre personnel, tu vois. Ah oui, il n'y a pas de problème. J'ai adoré vraiment. Oui. C'était fascinant. Ouais. Il n'y a pas de problème. Le détail, enfin, même la beauté, même sur le plan esthétique, le visuel, la beauté de cette image, je trouve ça c'est extraordinaire. Absolument, c'est vrai. Je m'emballe peut-être. Moi, ça me fait vibrer complètement. Ah, quand on voit l'instrument lui-même, ça je ne l'ai pas vu en réel, mais quand on en voit les images, c'est réellement impressionnant. Surtout quand on voit quelqu'un à côté de l'instrument, on se rend compte qu'il est réellement gigantesque. J'ai eu l'écran qu'il maintiendra dans l'ombre du soleil, mais aussi de la Terre. C'est un truc qui a la dimension d'un court de tennis. Donc c'est quand même très grand. Le miroir lui-même fait 25 mètres carrés. Le plus grand télescope terrestre jusqu'à il y a 20-25 ans d'ici, c'était le Mont Palomar qui faisait 5 mètres, qui a été inauguré en 1948. Il a fallu longtemps avant qu'on ait pu se faire mieux. Le suivant, ça a été le télescope qui s'est situé en Russie, ex-Union soviétique, sur le mont Zelenchutskaya. Après, je ferai réciter. Il faisait 6 mètres, qui était totalement imprécis, et ce qui s'est brisé en deux après 6 mois d'utilisation, parce qu'il était monolithique en un seul élément. Et ça, évidemment, les Russes ne l'ont pas dit à l'époque. Ils possédaient un miroir plus grand que Hubble. C'était de la propagande, c'était pas du tout. Il a été reconstruit. Il existe toujours, mais ses performances sont médiocres parce qu'il ne possède pas la précision de Hubble. Quand je dis Hubble, je parle du Mont Palomar ici. Le Mont Palomar a été réellement le plus grand télescope monolithique jamais réalisé. Après, on passe au segment. Et actuellement, plusieurs grands télescopes sont encore prévus, segmentés. Je parle de télescopes terrestres, dont un télescope de 30 mètres qui sera inauguré en 2022 et un 39 mètres qui sera inauguré un an plus tard. 39 mètres de diamètre en segment. Et il sera situé à quel endroit? Aux îles Hawaï. Aux Hawaï.
39 mètres, on a du mal même à réaliser. Bonsoir, moi j'avais une question. Oui. Tout d'abord, merci. J'ai trouvé ça vraiment passionnant et limpide, très, très accessible. Moi, j'ai une question par rapport à la faisabilité dans un futur proche d'un éventuel aller-retour pour le réparer ou l'améliorer dans les années à venir. Je sais qu'à la base, de BAL, il n'était pas prévu d'aller le réparer, ni qu'il dure aussi longtemps. Puis finalement, ça a été possible, comme tout un tas de choses dans ce domaine, en fait, hein, qu'il s'agisse de sondes dans le système solaire ou autre. Et du coup, quelle est, selon toi, la faisabilité dans un avenir proche, 10 ans, 15 ans, de pouvoir faire cet aller-retour en navette pour éventuellement l'améliorer, et est-ce que ça aurait un intérêt ou pas? Actuellement, c'est exclu, tout simplement parce que le James Webb ne se trouve pas en orbite terrestre, il se trouve au Pointe-Lagrange, c'est-à-dire à plus d'1 200 000 km, c'est-à-dire 3 fois la distance de la Terre à la Lune. Et pour le moment, on ne possède pas les moyens d'envoyer un équipage sur place. En plus, l'aller-retour prendrait au minimum 3 mois, peut-être 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Mais sa durée de vie prévue est tout de même de 10 années, et on ignore totalement où on en sera dans 10 ans. Maintenant, il y a 2 choses dont il faut tenir compte. C'est que, premièrement, il faudra y aller, ce qui n'est pas évident. Et deuxièmement, dans 10 ans ou plus, où en sera-t-on avec d'autres moyens terrestres et quels seront les projets en cours à l'époque? Il sera peut-être plus économique d'envoyer un nouvel instrument que d'aller le réparer ou l'entretenir sur place, on n'en sait rien. Là, c'est réellement une question d'avenir. Pour le moment, c'est impossible. Probablement que dans 10 ans, on pourrait théoriquement le faire, mais est-ce que ce serait rentable? Et même sur le plan scientifique, est-ce que ce serait intéressant? On n'en sait rien. Mais moi, je suis assez pessimiste sur ce sujet-là. Je suis certain qu'un jour, un équipage humain pourra se rendre au Pointe-Lagrange et que ça deviendra possible. Merci. Évidemment, il faut tenir compte aussi du fait que le James Webb n'a pas été conçu pour être entretenu ou réparé sur orbite, tandis que le télescope spatial Hubble, dont j'ai parlé il y a un mois, était prévu pour ça. 5 équipages l'ont rejoint, l'ont modifié, l'ont perfectionné, ont remplacé certains de ces instruments, mais ce n'est pas prévu sur le James Webb. Donc, ce serait quand même plus compliqué. Et voilà. Oui, je voudrais d'abord vous dire merci. Je suis, moi, une littéraire, mais ce qui n'empêche absolument pas de partager la vie de Laetitia. C'était limpide et passionnant parce que c'est important, oui. Alors, il y a environ 1 an et demi, à l'Académie des sciences à Bruxelles, nous avons suivi, mon mari et moi, tout un cycle de conférences. Je l'accompagnais et j'ai été tout à fait sidérée. Je ne me rendais pas compte qu'on risquait des embouteillages dans l'espace. C'est-à-dire qu'il y a plein de toutes sortes d'objets qui circulent. Alors, est-ce que le télescope que vous avez montré est protégé contre toutes les particules, les poussières qui se promènent? Est-ce que c'est la même chose que dans une atmosphère, enfin, dans l'espace que vous décrivez? Y a-t-il des risques d'être abîmé par des objets? Enfin, je ne sais pas bien. Voilà, excusez le côté un peu artisanal de mon expression, mais ça m'intéresse, cette question. Là où le James Webb se trouvera, les risques de collision sont pratiquement nuls parce qu'au point de Lagrange, il n'existe que très peu d'objets actuellement. On peut les compter sur les doigts d'une seule main. Et ils sont en orbite autour du point de Lagrange L2, mais tout de même distants de plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Donc là, on ne peut pas. Par contre, en orbite terrestre, les collisions, c'est un problème réel. Et d'ailleurs, la navette spatiale a été plusieurs fois en collision avec de mini-objets et il a fallu remplacer à plusieurs reprises les hublots de la navette.
Ah, voilà. Mais ce sont des objets de taille millimétrique, comme par exemple un éclat de peinture ou un petit machin de ce genre-là. Mais malgré tout, le problème était réel et il l'est toujours. Sur des satellites en orbite terrestre actuellement, dont sur la Station spatiale internationale, on relève des impacts, réellement. Pas des impacts au point de la mettre en danger, mais des micro-impacts qui sont susceptibles, par exemple, d'endommager un panneau solaire ou Voilà. malgré les blindages dont elle est pourvue. Mais on trouve des traces d'impact sur les satellites en orbite terrestre. Très bien. De Catherine, et je ne crois pas que ce sera la dernière fois s'il y a encore. Je l'espère aussi. Voilà. Cette conférence, il était un petit peu plus technique que la précédente. Le télescope Hubble, je m'étais un petit peu attardé sur l'histoire du télescope et aussi sur les résultats obtenus, bien sûr. Ici, il n'est pas encore en orbite. Donc, on ne s'est pas montré de résultats. On ne peut montrer que des simulations ou des projets, c'est tout. Mais d'ici un petit temps, j'espère que je pourrai donner une conférence qui parle des acquis du James Webb. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Et on en profite aussi pour saluer les amis québécois ou canadiens, parce que vous avez une luminosité que nous n'avons pas. Nous sommes, nous, dans le noir. Oui. Voilà. Voilà, si on a encore d'autres questions, ce serait volontiers. On a des remerciements au chat et Christelle qui fait sa timide. C'est un document un peu spécial ici, c'est le manifeste de la conception du télescope spatial qui a été imprimé par la NASA en 1991 et qui montre les projets de construction, les possibilités de ce qu'il y aurait moyen de faire à l'époque. À ce moment-là, il ne s'appelait même pas encore James Webb. C'était le projet Next Generation Space Telescope. C'est un document tout à fait exceptionnel, je crois qu'il en existe très peu. Voilà. Je suis toujours là, s'il y a encore des questions, sinon on se retrouvera très volontiers. Ce ne sera peut-être pas moi le futur conférencier, mais... Avec plaisir. Tous les derniers samedis du mois, la région Mensa Poitou-Charentes organise une conférence de 18h à 20h30. On a instauré ça chaque dernier samedi du mois à la même heure. Comme ça, les gens peuvent s'organiser, parce on a tous souvent des occupations le week-end. Et là, c'est fixe, c'est tous les mois, depuis janvier 2021 maintenant. Le mois prochain, en novembre, c'est un professeur de philosophie qui viendra nous parler d'un jeu qu'il a inventé pour mémoriser les grands philosophes, leur courant de pensée et leur époque, avec un jeu de cartes. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Dixit, il s'en est un petit peu inspiré, et sur chaque carte, vous avez des moyens visuels, mnémotechniques pour tout savoir en fait de ce philosophe. Et c'est assez intéressant. Il était venu nous présenter cette conférence au printemps, et là, il revient. Donc, si vous avez des enfants en âge de comprendre ou d'être intéressés, ou en terminale en ce moment, ça peut être sympa de les faire participer. Puis pour soi aussi, en tant qu'adulte, ça fait une petite piqûre de rappel, parce que le lycée est un peu loin, hormis pour les passionnés de philosophie. Et puis en février, alors en décembre, on n'aura pas de conférence, puisque le dernier samedi du mois, ça sera le 1er janvier, donc je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde, et le samedi précédent, ça sera le 25 décembre, c'est pareil, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de succès. Et puis on reprendra en janvier, en février. Alors en janvier, je ne dis pas encore, mais on a déjà un projet. Et fin février, on aura une conférence sur la place de l'homme dans la ville et la campagne. Donc ça peut être intéressant aussi. Puis plein d'autres conférences en stock à venir. Voilà, mais pour ceux qui veulent. Alors pour les Français, c'est sur l'agenda Mensa à la rubrique PCH. Et puis pour les autres, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer
un petit message. Sur Facebook, je suis, alors j'ai un pseudo, hein, je suis Joséphine Baker avec une tête de léopard. Et puis sinon, mon adresse mail, alors j'arrive pas à accéder au chat là pour vous la donner, mon adresse mail, ou si toi Jean, tu pourras la transmettre éventuellement. Oui. Parce que c'est toi qui as invité Catherine et Christiane, hein, c'est ça? Oui. J'en avais parlé, Christiane en fait et son époux, j'en avais parlé à Jean qui m'a convié à participer à cette soirée vidéo. Voilà. D'accord. Oui. Donc, Alors, chère Joséphine, vous allez entrer au Panthéon. Enfin, enfin. Ah, oui, 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 oui. Un peu de reconnaissance. Ah, c'est amusant. Oui. Très bien. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Jean, voilà, pour avoir l'adresse, enfin mon adresse mail, et puis me contacter pour que je vous envoie le lien Zoom. Et Huguette, nous c'est bon, on est déjà en contact. Et puis les autres, Marie-Elisabeth aussi, on est en contact. Donc je pourrais vous envoyer, si vous voulez, les Huguette, je pourrais t'envoyer les prochaines conférences prévues si ça t'intéresse. Oui, mais je viens de placer dans le chat, l'invitation dans le groupe privé Mensa Montréal et Québec, parce que c'est ça que tu as fait la dernière fois et ça permet de rejoindre beaucoup de monde. Oui, ça c'est bien. Donc si chacun y vient, c'est vrai qu'on fait des conférences de thèmes variés. On a Didier qui est venu nous parler de pas mal de choses intéressantes, puisqu'il a pas mal de conférences en stock toujours. Les biais cognitifs, les femmes scientifiques, pas mal de choses intéressantes, les grands génies mathématiciens oubliés. Donc tu as une pluie de remerciements, Jean, hein, en même temps sur le chat. Je le vois. C'est bon, d'accord. Bon, C'est gentil. C'est gentil, mais je remercie tout le monde aussi. Voilà. Et un grand merci à toi. Vraiment, c'est passionnant de se retrouver parmi vous autres. C'est un très grand plaisir pour moi aussi. Ouais, et tes conférences sont de grande qualité et c'était vraiment passionnant. Ah, Marie-Elisabeth, lève la main. Marie-Elisabeth, vas-y. Enlève ton micro et parle, je t'en prie. Lever la main, c'est des applaudissements. Ah, pardon. Donc, félicitations, merci beaucoup pour la conférence. Merci beaucoup, c'est gentil. Bien. Alors, Didier, tu es toujours là? Oui. Tu applaudis aussi. Est-ce que tu veux qu'on coupe l'enregistrement peut-être? Oui, j'allais vous le proposer. Oui. Je coupe l'enregistrement.